nouveau, bonjour à tous. Alors, elle, c'est Mirabelle. Ou c'est moi, Mirabelle. Non, c'est elle, Mirabelle. Et moi, je suis Antoine. Voilà. Drôle. On est super content d'être là. Et puis, on attaque. Eh ben, on attaque. On va vous raconter donc, un peu une histoire des jardins et surtout pour vous expliquer et essayer de détricoter avec vous aujourd'hui, est-ce que le jardin, c'est naturel ou est-ce que c'est fabriqué? Parce que les jardins, en fait, ils racontent notre histoire et ils changent selon les époques. Parfois, ils sont bien rangés, comme la chambre. Parfois, ils sont plus sauvages. Et puis, on y retrouve un peu d'agriculture, un peu d'art, un peu d'architecture, des sciences aussi. Et les plantes et les idées des hommes, des femmes, se mélangent. Et c'est justement ça, le jardin. Et donc, parler des jardins, c'est aussi parler de nous. Et donc, on va tenter de vous raconter, avec Antoine, comment et pourquoi les hommes et les femmes ont inventé des jardins et comment ils les ont façonnés tout au long de l'histoire. Et pour ça, on s'est appuyé sur un livre qu'on a écrit avec Charlotte Fauve et Thomas Bass, qui a fait les illustrations très belles que vous allez voir pour la plupart des illustrations qu'on va vous montrer lors de cette petite conférence. Alors, dès la préhistoire, les premiers humains ont regardé, fasciné le monde, et puis ils ont observé. Ils ont appris à reconnaître les animaux, les plantes et les étoiles. Et ce qui est connu aujourd'hui, ça garde encore une grande part de mystère pour nous. Donc, vous pouvez imaginer qu'à l'époque de la préhistoire, c'était encore plus mystérieux. Et donc, c'est toujours aussi fascinant. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à récolter des plantes. Vous voyez ici, on a des humains qui sont représentés, un jeune garçon et une jeune fille, et qui ont un panier et qui récoltent en fait des baies, des petits fruits pour se nourrir. Parce que les humains étaient nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient en fonction des saisons. Ils suivaient le gibier, les animaux qu'ils allaient manger. Ils suivaient aussi les fruits, les plantes, et qui poussaient à certains endroits. Et chaque année, ils se retrouvaient dans leur circuit qui suivait les saisons. Ils retrouvaient un peu des animaux et puis des lieux familiers. Et puis des arbres qu'ils ont peut-être commencé à reconnaître, parce que c'était des arbres qui faisaient des fruits savoureux. Et puis peut-être qu'ils ont même retrouvé chaque année des plantes qu'ils ont commencé à planter. Et alors ils ont commencé à ramasser des trésors. Par exemple des plumes magnifiques, ou des graines merveilleuses, ou encore des cailloux multicolores. Et alors là, Antoine a une petite question pour vous. Oui, je voulais vous demander, est-ce que, alors c'est pareil, sur le mode on lève la main pour répondre ou on répond par oui ou par non, est-ce que vous, de votre côté, vous avez déjà trouvé des trésors dans la nature? Ça veut dire oui? C'est un oui, ça? Et alors, ces trésors, est-ce que vous les avez ensuite mis à la poubelle? Non? Vous les avez rangés quelque part, j'imagine? Est-ce que vous les avez rangés, par exemple, dans votre chambre? Dans un tiroir secret, ou peut-être dans une boîte à trésors, ou pour les accumuler, voilà. Moi, j'ai trouvé ça et je l'ai rangé dans ma poche. Un très très gros marron. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas nouveau. Vous n'êtes pas les premiers à avoir fait ça. Oui, vous n'êtes pas les premiers parce que là, vous voyez cette image, c'est un galet qui a, on reconnaît un petit peu qu'il a des yeux et une bouche. Alors, il n'a pas été taillé et fabriqué, mais c'est des premiers humains, à l'époque, c'est les australopithèques, hein, il y a des millions d'années, 2 millions d'années, qui ont ramassé ce caillou parce qu'il avait une forme humaine, un visage humain. Et il a été retrouvé par des archéologues il y a à peu près une cinquantaine d'années, en Afrique du Sud, dans une grotte où on avait retrouvé donc justement des restes des australopithèques, de ces premiers humains, et qu'ils avaient ramassé ce caillou qui leur avait semblé être un véritable trésor, parce que c'était pratiquement une image d'eux-mêmes, hein, une image humaine. Alors petit à petit, les hommes vont s'installer, ils vont arrêter d'être nomades, hein, de courir de saison en saison derrière le gibier, et puis ils vont trouver un endroit pour rassembler tous ces trésors, et cet endroit, c'est le jardin. Alors là, vous avez une fresque qui est issue qui a été peinte dans un tombeau en Égypte il y a 3500 ans. Et sur cette fresque, vous voyez qu'il y a un jardin qui est représenté, qui s'organise autour d'un bassin. Donc il y a toujours de l'eau, généralement, autour d'un jardin, parce que l'eau, ça permet aux plantes de pousser.
Et donc là, vous voyez qu'il y a ce bassin. Dans ce bassin, on peut voir des poissons. Vous voyez les poissons? On peut voir aussi des canards ou des oies, on ne sait pas trop. On peut voir aussi des fleurs. C'est des fleurs de lotus qui sont dans ce bassin. Et puis autour, les plantes qui sont autour aussi, c'est des papyrus. Et puis autour de ce bassin, il y a aussi des arbres avec, vous voyez, plein de fruits différents, de couleurs différentes, qui sont organisés. D'accord? Donc c'est ça aussi le principe du jardin, c'est qu'on va organiser toutes ces plantes dans le jardin de façon belle. Et puis, vous voyez qu'il y a une personne tout au bout qui ramasse ces fruits et qui probablement va transformer ces fruits pour en faire, on ne sait pas, des gâteaux, des boissons. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un jardin? Alors, tu veux peut-être en parler, Antoine? La première chose qu'il faut, c'est de la lumière. Si vous vous mettez dans la peau d'une plante, il faut d'abord de la lumière. Alors quand on est dans la forêt, c'est l'image ici à gauche, il faut éclaircir la forêt pour trouver un endroit où les plantes vont pouvoir pousser. Et puis ensuite, il faut protéger en fait ce jardin, protéger ces trésors qu'on va accumuler. Et là, on va fabriquer un enclos. C'est l'image qui est située à droite. Deux exemples. Un premier exemple d'un jardin qui aurait pu être réalisé dans une forêt. On a un sol qui est un beau sol, vous savez, ces sols avec beaucoup de terreau comme on en trouve dans les forêts, beaucoup d'humus. On éclaircit, on enlève des arbres, on fabrique une clôture, et puis on va pouvoir commencer à accumuler tous les trésors, notamment les trésors végétaux qu'on a identifiés, repérés. On va se débrouiller pour faire venir l'eau, et puis on va y accumuler des fruits, des fleurs et des légumes. Une autre situation, alors, qui est complètement différente, c'est quand on est par exemple dans un désert. Là, il va falloir, on n'a pas besoin d'éclaircir, parce qu'il n'y a pas de forêt, par définition. Donc on va commencer par construire un enclos. On va travailler le sol pour le rendre fertile, c'est-à-dire pour lui donner tout ce qu'il faut pour faire pousser les plantes, pour les faire grandir. Et là, le problème, par contre, ce n'est pas la lumière, mais c'est l'eau. Il va falloir trouver l'eau. Et l'eau, elle est située sur cette image, vous voyez tout au fond, des montagnes, avec de la neige, peut-être des glaciers. Ici, on est au Maroc, en fait. C'est un jardin qui a été créé pas très loin de à Marrakech, dans ce qui est devenu ensuite la ville de Marrakech. Et les humains, à cette époque-là, ont eu l'intelligence de mettre en place tout un circuit, des canalisations qui vont chercher l'eau de la montagne, issue de la fonte des neiges, pour venir alimenter ce bassin central. Ça ne vous rappelle pas un peu la fresque qu'on a vue, la fresque en Égypte, avec ce grand bassin au milieu et puis une alternance d'arbres et de palmiers autour? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser une plante? Est-ce qu'il faut... il faut de la lumière, justement. Et ben voilà. Bravo. Effectivement, il faut alors un sol, on en a parlé, un sol riche, un sol fertile, un sol avec tout ce que les plantes aiment manger pour pouvoir pousser. Il faut de la lumière, on en a parlé, il faut éclaircir la forêt ou alors faire en sorte que l'exposition soit bonne. Il faut de l'eau, et puis ensuite, on fait pousser les plantes. Et vous imaginez un peu quelle révolution ça a pu être pour les premiers humains qui, après avoir observé beaucoup de choses, ont compris, en faisant beaucoup d'essais, en se trompant aussi beaucoup, ont compris comment une plante poussait. Ils ont observé les tiges, ils ont observé les feuilles, ils ont observé les fleurs qui deviennent ensuite des fruits qui fournissent les graines. Est-ce que vous avez déjà fait pousser des plantes de votre côté? Oui, apparemment oui. Donc voilà, le cycle de la vie, c'est quand même une sacrée révolution et c'est un peu la base de notre histoire de jardin. C'est-à-dire qu'un jardin, c'est avant tout, quand on parle des trésors, c'est quand même des trésors vivants qui y sont conservés. Et avant de pouvoir faire un jardin, il fallait comprendre un peu tout ça. Alors, comprendre, ça ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, et encore aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des herbiers. Peut-être d'ailleurs que dans vos écoles, vous avez déjà ramassé des plantes que vous mettez entre des livres, que vous faites sécher. Ce n'est pas juste pour les faire sécher et puis ensuite les archiver. En fait, ces herbiers, ils servent aussi à approfondir la connaissance. On continue à identifier les différentes feuilles, les différentes tiges, les différentes fleurs, les différentes graines. Et en fait, on donne un nom à chacune de ces plantes.
Les scientifiques, les botanistes continuent à faire ça. Aujourd'hui, il y a encore des milliers d'espèces qui sont inconnues, dont on imagine qu'elles sont inconnues, puisqu'elles sont inconnues, on ne sait pas combien il y en a, mais on imagine qu'il y a encore beaucoup d'espèces inconnues, notamment dans des forêts tropicales très reculées. Et donc ces plantes, on va leur donner systématiquement un nom, un peu comme vous. Vous imaginez, la maîtresse, en début d'année, il faut qu'elle sache vous reconnaître chacun par votre nom, votre prénom. Bah, les plantes, c'est pareil. Il faut qu'on puisse les identifier et ensuite faire des groupes pour voir quelles sont les familles de plantes qui se ressemblent et qui ont des choses à voir entre elles. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que toutes ces plantes, on leur donne des noms en latin. Et ce qui est assez drôle, c'est que si on va au Japon, et ben en fait, les Japonais vont, même si on ne parle pas du tout japonais, quand on parle le langage des botanistes, eh ben, c'est un langage universel. On peut parler la même langue où qu'on soit, en Amérique du Sud, au Japon ou en Europe. Alors on a continué cette collecte des trésors. Les êtres humains, on l'a dit, étaient nomades. Enfin, les premiers humains étaient nomades. Et puis en fait, ils n'ont pas cessé de voyager. Jusqu'à aujourd'hui, on voyage beaucoup, on n'arrête pas de gesticuler à l'autre bout de la planète. Et on continue de trouver des trésors, notamment des plantes qu'on ne connaît pas, des plantes rares comme le palmier ou comme les cactus, qui sont quand même des plantes vraiment bizarroïdes, avec leurs grands piquants et leurs fleurs aux couleurs éclatantes. Et ces plantes, quand on les rapporte des voyages, il faut inventer des endroits pour les faire pousser, des endroits qui les protègent du froid, parce que c'est souvent des plantes qui viennent enfin celles dont on vient de parler, c'est des plantes qui viennent des régions chaudes, mais qui laissent venir la lumière. Donc on a inventé les serres. Parfois, les serres, ça devient des grands palais, presque des châteaux. Ici, c'est les serres de Nantes, de la ville de Nantes, en France, avec donc en fait des toits qui sont vitrés et qui permettent à la lumière de passer et aux plantes de pousser à l'intérieur. On continue. Alors, une fois qu'on a su faire pousser ces plantes, on a aussi eu envie de s'amuser un petit peu avec et de leur donner des formes un peu extravagantes. Ici, c'est un jardin en Angleterre. Vous voyez que tous les arbustes, les buissons, ont été taillés pour leur donner des formes, on dirait presque des petits robots, on dirait un peu le jardin d'Alice au Pays des Merveilles, avec toutes ces formes géométriques, parfois ventrues, un peu bizarres. On s'est amusé avec ça. On a aussi travaillé les arbres, notamment les arbres fruitiers, pour faire en sorte qu'ils produisent plus de fruits, d'une part, mais que les fruits soient plus accessibles, à portée de main, et puis qu'ils aient aussi des formes harmonieuses, des formes élégantes, géométriques, un peu étonnantes. C'est ce qu'on appelle les arbres fruitiers palissés contre des murs. Parce que là aussi, on a découvert avec cet enclos, qui pouvait être en branchage, mais ensuite éventuellement en maçonnerie, fait avec des murs, que les murs accumulent la chaleur du soleil la nuit, le jour, et la restituent la nuit. Donc en fait, quand on s'adosse contre un mur le soir, en fin de journée, l'été, on sent que le mur redonne un peu de la chaleur qu'il a pu accumuler. Et puis, contre les murs des maisons, carrément, on a fait des arbres qui sont, on appelle ça palissés, contre les murs, notamment des arbres fruitiers. Et puis, parmi ces trésors végétaux, on a aussi détecté parfois des anomalies dans la nature, des arbres ou des plantes vraiment bizarres qui sortaient un peu de l'ordinaire, notamment les arbres pleureurs. Vous en avez peut-être déjà vu, le saule pleureur, il est connu. Il fait comme une espèce de gros parapluie ou de cabane. C'est celui qui est en bas au milieu. Je ne sais pas si je vais réussir à le pointer. Là, ici, ça c'est le saule pleureur. Mais donc ce porc, un peu en parapluie, en cascade, c'est un porc qu'on retrouve chez plein d'autres arbres. Et donc les premiers jardiniers se sont intéressés à ces anomalies et ont commencé à les collecter dans leur jardin. D'autres arbres, par exemple, ont des pores très colonnaires, en forme de colonne, et lancés vers le ciel. Et puis, il y a une multitude de feuillages permanents, pas seulement en automne, mais au cours de la saison, dès que le printemps arrive, des plantes qui ont des feuilles roses, des feuilles rouges, des feuilles noires, des feuilles mouchetées. On a vraiment eu à cœur de les collecter, de les accumuler. Alors là, je vais vous poser une question. Est-ce que, d'après vous, parmi ces trois arbres, si on regarde les racines, lequel des trois a les plus belles racines, les racines les plus performantes, les plus puissantes? Est-ce que c'est celui
vous voyez mon petit... Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui du milieu? Est-ce que c'est celui-là? Alors, c'est celui-là, ok. Bravo. Lequel des trois a le tronc le plus élancé et le plus droit? Est-ce que c'est celui-là? Celui-là? Alors, celui-là. Ok. Et lequel a les fruits les plus charnus et les plus nombreux? Est-ce que c'est les jaunes? Est-ce que c'est les rouges? Ou est-ce que c'est les verts? Les rouges. Alors ça, on l'a observé aussi dans la nature. Et les jardiniers ont réussi à assembler des morceaux de plantes entre eux, des morceaux de plantes compatibles qui fonctionnent entre eux, en prenant les meilleures racines d'un arbre, en associant le meilleur tronc d'un autre arbre, pour y mettre les meilleurs fruits dessus. Et comme ça, on fabrique des arbres qu'on appelle des arbres greffés. C'est des arbres qui ont des super pouvoirs et qui produisent des fruits en quantité. Dans le même état d'esprit, donc vous voyez, en fait, ce jardinier du début, il s'est perfectionné avec les années. Il est devenu presque une sorte de demi-dieu, quoi. Il a réussi à fabriquer des choses incroyables. Dans le même état d'esprit, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a un processus qu'on appelle l'hybridation, qui permet d'avoir, à partir des fleurs sauvages, par exemple, des fleurs extrêmement sophistiquées, c'est-à-dire très compliquées, avec beaucoup de pétales. Donc en fait, là, on a à gauche l'églantier, qui est en fait la rose sauvage, et puis à droite, un bouquet de fleurs qu'on pourrait offrir à la fête des mères, avec ces roses avec beaucoup de pétales et souvent beaucoup de parfums également. Alors un jardin, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc vous avez vu qu'au début, les premiers jardins, c'était des jardins nourriciers, vivriers, c'est-à-dire qui nous servaient à nous nourrir pour produire des fruits et des légumes. Et puis petit à petit, on va y mettre aussi des fleurs pour la beauté, on va y mettre aussi des chemins pour se promener, on va pouvoir y mettre aussi des espaces ou des jeux pour s'amuser. Et donc en fait, c'est ce qu'on va appeler le jardin d'agrément. C'est-à-dire que c'est un autre type de jardin où on ne va pas forcément uniquement faire pousser des plantes pour se nourrir, mais aussi d'avoir un cadre, un lieu pour pouvoir faire toutes ces choses, admirer des belles plantes, se promener, sentir les fleurs, jouer. Et alors donc on revient à le titre de notre conférence qui s'appelle « Le jardin est-il naturel ou fabriqué ?» Et on a voulu vous montrer cette image, qui est une image assez importante pour comprendre l'histoire des jardins. C'est une image qui date du XVIIIe siècle et qui montre un peu les différents types de nature. Vous voyez qu'on a en haut ce qu'on pourrait appeler la nature un peu sauvage, où les hommes ne vont pas. Vous voyez, les petits personnages qui sont sur cette montagne, c'est les dieux, en fait. Donc c'est la première nature, c'est cette nature un peu sauvage, où il y a les cascades, les forêts, où l'homme, finalement, n'a pas vraiment sa place. En dessous, vous avez ce qu'on appelle la deuxième nature, c'est la nature qui est transformée par l'homme, qui est cultivée pour nous permettre de nous nourrir. Et puis finalement, le jardin, c'est une autre nature, une troisième nature, qui est le mélange en fait, de cette nature sauvage et de cette nature cultivée grâce à l'agriculture. Vous voyez qu'on est avec cette image, on a un mur, donc on est dans un jardin qui est clos de murs. On a un jardin qui est organisé, dessiné, composé, avec toujours de l'eau, une fontaine au milieu, de l'eau, des petits arbres qui sont taillés sur les côtés, des parterres de fleurs qui sont organisés pour faire des très jolis dessins. Et vous voyez que les deux personnages qui sont devant, eh ben, c'est l'art et la nature. La nature, on la reconnaît parce qu'elle a plein de seins qui permettent de nourrir un peu tous les hommes grâce à ce grand pouvoir de pouvoir nourrir tous les hommes. Il y a une question. Oui, c'est ça, c'est l'art et la nature. C'est les deux représentations de l'art et de la nature, exactement. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on a vu avant l'agriculture, finalement. Le jardin, c'est vraiment la combinaison de l'art avec la nature. C'est un mélange des deux. Ce n'est pas juste de l'agriculture, c'est une espèce d'agriculture très sophistiquée et qui sert aussi à l'agrément, au plaisir. Et alors, donc justement,
Justement, par exemple, là, vous avez, on vous a fait une petite image d'un endroit entre une montagne et une rivière. Où est-ce qu'on pourrait installer un jardin justement pour l'agrément, pour le plaisir? Est-ce qu'on l'installerait, par exemple, en haut de la montagne? Non, c'est pas tellement l'endroit, hein, il fait un peu froid. Est-ce qu'on l'installerait dans la rivière? Non plus. Est-ce qu'on l'installerait dans les champs? Ben non, parce que c'est là où il y a les meilleures terres pour cultiver, donc on va justement continuer à cultiver des terres à cet endroit-là. Alors on pourrait peut-être l'installer à la place des marais, parce qu'on ne peut pas vraiment cultiver des choses à la place, ou en bas des montagnes, c'est-à-dire sur les flancs des collines, là aussi où c'est plus difficile de cultiver. Et donc, il y a un peu deux grands types de jardins, qui sont des jardins qui vont plutôt travailler avec l'eau, c'est-à-dire on s'installe dans un marécage, on va drainer l'eau, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'eau dans un marécage, l'eau et la terre sont complètement mélangées. Donc à partir du moment où on crée une petite rigole, eh ben, l'eau va aller dans le trou, dans la rigole, dans le petit canal que vous allez fabriquer avec votre pelle, et les parties où il y avait de l'eau et de la terre mélangées vont s'assécher, et ça va devenir des endroits où il n'y aura que de la terre. Donc c'est-à-dire qu'on pourra non seulement s'y promener, y marcher, mais aussi y faire pousser des plantes autres que juste des plantes de marécage. Donc Fontainebleau, par exemple, c'est un exemple de jardin qui s'est fait sur un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Et puis petit à petit, on a drainé, on a fabriqué des canaux, des grandes pièces d'eau, des grands bassins, et on a fait un jardin sur cet endroit qui était pourtant un endroit qui n'était pas un endroit où on pouvait cultiver de la nourriture. Donc là, sur cette image, vous voyez, voilà, pardon, non, juste qu'on a toujours le jardin, le même jardin qu'on vous a montré sur la petite gravure de tout à l'heure, avec, il est sur une île, d'accord, une île carrée, comme ça, et entouré d'eau, et au milieu, il y a toujours le bassin, et puis les dessins en croix avec les parterres de chaque côté. Et là, c'est l'autre type de jardin dont je vous parlais, celui qui est plutôt sur les flancs des collines, où on va, pareil, c'est pas très agréable de se tenir sur un endroit qui est toujours penché, donc on va essayer de créer des terrasses, les unes au-dessus des autres, pour pouvoir être à plat, se promener tranquillement à plat, et puis planter tout un ensemble de végétaux. Pareil, c'est encore toujours le lieu des trésors, donc on va ramener les végétaux qui viennent de loin, qui sont dans des pots, qu'on peut rentrer comme ça l'hiver pour les protéger du froid. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de trésors, il y a plein de sculptures aussi, des grottes, il y a des arbres qui sont palissés le long des murs. Donc vous voyez, tout ce dont on a parlé, qui sont des techniques en fait, qui sont issues de l'agriculture, mais on va les réinterpréter à l'intérieur du jardin. Et puis, un jardin, c'est aussi le reflet de notre façon de vivre, de notre société. Et là, vous voyez par exemple, à Versailles, c'était un jardin qui a été, toujours comme les autres, qui a été fait sur un site particulier. Là, on était aussi dans un marécage. Vous voyez qu'on a le grand canal et puis on a des grandes pièces d'eau qui ont permis de rassembler l'eau et de pouvoir faire des jardins tout autour, et notamment des bosquets. Et les bosquets, c'est les endroits où on rentre de façon tout à fait surprenante, où on va être un peu émerveillé à chaque fois qu'on rentre dans un bosquet. On va trouver soit un labyrinthe, soit un théâtre, soit... qu'est-ce qu'on peut trouver, Antoine, dans un bosquet? Et ben là, on a par exemple le labyrinthe. Vous voyez la flèche. Un labyrinthe, vous avez déjà entendu parler de labyrinthe. Peut-être que vous êtes déjà allé dans des labyrinthes vous-même. Un miroir d'eau. Donc il y a aussi tout un jeu sur... il s'agit, en fait, ces jardins, ils sont faits pour surprendre, pour étonner, pour émerveiller les visiteurs. Pour montrer aussi son pouvoir. Le jardin dont on parle, c'est Versailles. C'était le jardin du roi Louis XIV. Et on voit, alors je ne sais pas si la flèche fonctionne, non, ça n'a pas l'air, ça marche pas. On voit ce qu'on appelle un théâtre de verdure, c'est-à-dire un théâtre en extérieur qui est logé à l'intérieur d'un bosquet. On voit, vous voyez, des parterres de fleurs qui ont des formes très sophistiquées, très alambiquées. Tout ça pour montrer à la fois... parce qu'on recherche le beau, mais on recherche aussi à montrer, à démontrer son savoir-faire. On voit des arbres qui sont plantés dans des caisses, dans des sortes de gros pots, qui sont des orangers. Et donc il y a aussi toujours cette recherche de la prouesse, faire pousser des choses qui ne poussent pas sous notre climat, comme des orangers ou des palmiers. Vous voyez aussi les arbres rigolos qui sont taillés un peu en forme je vous montrais tout à l'heure les petits robots et le jardin d'Alice au Pays des Merveilles. Bon ben voilà, on est vraiment dans cette
dans cet univers-là. Un autre style de jardin qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le jardin anglais, le jardin à l'anglaise, ou le jardin plutôt paysager, c'est-à-dire que c'est un jardin qui va chercher à imiter le paysage agricole. Et on pourrait être tenté, puisque c'est le titre de la conférence, de dire que celui-ci est naturel, ce jardin est naturel. Mais en fait, il n'est pas plus naturel que le précédent. Il a été tout autant façonné, fabriqué. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de petites architectures, plein de petits bâtiments qui viennent consteller ce jardin. C'est un jardin qui travaille beaucoup, enfin qui s'organise beaucoup en fonction des parcours, des promenades, et qui après contient énormément de symbolique. Voilà. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que dans tous les cas, tous ces jardins, ils ne sont pas situés nulle part, ils sont vraiment situés quelque part. Versailles, on ne pourrait pas le transposer ailleurs qu'à Versailles. À chaque fois, on a transformé des choses existantes que la géographie nous imposait, et on a façonné tout ça, quoi. Mais pareil, peut-être que s'il y en a certains d'entre vous qui sont parisiens, vous êtes allés au parc des Buttes-Chaumont, qui est tout près d'ici. Et pareil, le parc des Buttes-Chaumont, à la fois, il nous emmène dans un autre monde, le monde de la montagne, par exemple, avec les torrents, avec ces grandes falaises. Mais en fait, ces grandes falaises, elles sont issues d'une ancienne carrière. Et en fait, c'est parce qu'il y avait ces grandes carrières et ces grands fronts de carrières de gypse, de plâtre, qui ont permis de construire tout Paris, qu'on a pu transformer cet endroit en utilisant la géographie, la géologie même transformée par l'homme récemment, pour en faire un parc public. Une carrière, tout le monde voit ce que c'est, une carrière? C'est un endroit où on va couper la montagne pour fabriquer soit du plâtre, ici c'était le cas, soit des gros blocs de pierre pour construire des maisons et des châteaux. OK? Ou des pavés. Un autre exemple assez rigolo, c'est ce jardin en Italie qui s'appelle Bomarzo. C'est un jardin de monstres où là aussi il y avait déjà une géologie, déjà des choses existantes, puisqu'en fait il y avait de la pierre volcanique, des gros rochers volcaniques un peu partout. Et en fait les concepteurs de ce jardin ont eu l'idée de sculpter dedans pour fabriquer des mondes curieux et émerveiller, surprendre à chaque fois les visiteurs, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc il y a toujours eu, en fait, très vite en tout cas, une relation, pas toujours, mais très vite, une relation entre le jardin et l'architecture. Et en fait, ils se répondent. Et vous voyez, ici, on est dans l'Antiquité, et l'atrium, le jardin, c'est une pièce extérieure de la maison, par exemple. Donc l'Antiquité, c'est il y a très longtemps. C'est en Italie, ici. Et effectivement, on voit que cette espèce de couloir couvert contourne en fait un jardin et permet de bénéficier de la fraîcheur du jardin et de la lumière. Et donc il y a cette, comme vient de le dire Mirabel, cette interaction, cette relation entre le jardin et l'architecture. Pareil, là on est dans une abbaye médiévale, et ici aussi on a le cloître qui est planté, et autour on a des galeries dans lesquelles les moines peuvent circuler, et on a des vues très importantes depuis ces galeries vers ce cloître, vers ce jardin central. Et puis ici, on est à Vaux-le-Vicomte, dans un jardin et un château qui ont été construits au XVIIe siècle, au tout début du règne de Louis XIV. Et ici, vous voyez que la composition est très importante. Et on voit bien qu'on a un axe central, par exemple, et que le jardin, il est axé sur l'axe du château. D'accord ? Donc on a la même composition. Donc les deux, jardin et paysage, architecture et paysage, s'articulent justement dans le jardin. Alors justement, là, on va vous parler un peu de nous. On nous a demandé de le faire. Donc on va vous parler un peu de nous parce que Mirabel vient de vous dire que architecture et jardin, architecture et paysage s'interpénétraient, enfin étaient conçus en interrelation. Et justement, Mirabel est architecte. Moi, je suis paysagiste. L'architecte s'occupe plutôt en principe des bâtiments, des maisons, des immeubles. Le paysagiste plutôt de tout ce qui prend la pluie à l'extérieur. Et nous, on a décidé de s'associer pour en fait réparer des vieux jardins, des jardins historiques dont il a été décidé qu'ils avaient une importance sur le plan historique. On les répare et on les adapte aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire en sorte que tout le monde puisse y aller, qu'on puisse les conserver pour les années à venir,
et puis qu'on les adapte aussi à l'évolution du climat, aux capacités ou pas de gestion qu'ont parfois une ville, une région ou un ensemble de personnes. Alors notre métier, ça c'était notre petit bureau qu'on vous montrait juste avant, on se dévoile un peu. Notre métier, c'est à la fois de travailler sur des plans, alors à la main ou avec des ordinateurs. Et puis la finalité de tout ça, c'est de ensuite faire réaliser, exécuter des chantiers. Alors nous, on restaure des jardins, c'est-à-dire qu'on répare des jardins qui sont abîmés, qui ont besoin d'être un peu transformés pour être adaptés aux contraintes qu'on rencontre aujourd'hui. On n'est jamais tout seul. Là, vous voyez pas mal de gens qui ont des blousons orange fluo. Ce n'est pas encore les ouvriers. Tous ces gens-là, c'est les gens avec lesquels on travaille pour la conception. Donc il y a toutes sortes de corps de métier, il y a des spécialistes des fontaines, il y a des spécialistes des arbres, il y a des spécialistes des tuyaux, des spécialistes des allées. Et régulièrement, quand le chantier a démarré, on se retrouve sur place, en général une fois par semaine, pour suivre justement l'avancement des travaux que d'autres entreprises vont réaliser. Alors ils ne réalisent pas ça comme dans les temps anciens, simplement avec des outils manuels. Maintenant, beaucoup de choses sont mécanisées. Vous voyez ici une pelle mécanique. Mais il y a encore des travaux qui nécessitent un travail à la main pour faire les choses finement en surface. Et puis, évidemment, on finit par planter, puisqu'on parle de jardin, c'est quand même l'objectif. Et à la fin, ça peut donner ce genre de choses. Ça, c'est un jardin sur lequel on a travaillé. Auparavant, c'était juste une cour gravillonnée. Et puis après, ce temps de conception, ce temps de chantier, ça a donné ça. Là, on est à Paris, c'est le jardin de la bibliothèque Richelieu, que vous pouvez aller voir, c'est pas très très loin. Un autre jardin sur lequel on a travaillé, c'est le jardin du Palais des Papes à Avignon. C'est pareil, il n'y avait rien en fait, il n'y avait plus rien. Ça avait été un jardin il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Et puis ensuite, ça a été occupé par les militaires, c'était devenu pareil, une cour gravillonnée. Et on nous a demandé de rétablir un jardin. Donc on a fait toutes sortes d'études. Ça, c'était la maquette et le projet dessiné. Je vous parlais des dessins, dans lequel on voit un peu la manière dont on a proposé d'organiser les différents espaces. Vous voyez, ce Palais des Papes, c'est un immense château fort, en fait. D'autres dessins qui permettent aussi à tout le monde de voir comment ça va devenir. Et puis ensuite, une fois les travaux réalisés, les plantations installées, il nous arrive aussi d'installer des jeux pour enfants parce que, comme je vous le disais, il faut qu'on mette au goût du jour et des envies, des besoins, ces jardins qui sont pourtant des jardins historiques. On ne va pas les mettre sous cloche et plus rien changer, évidemment, tout ça évolue. Donc ça, c'était des jeux pour enfants qu'on avait fait à Avignon. Ça, c'est un autre jardin à Montbard, en Bourgogne, qui était le jardin d'un très grand naturaliste qui s'appelle Buffon. Et il avait notamment dessiné et décrit un rhinocéros. Donc on a proposé de faire une aire de jeu pour enfants avec le fameux rhinocéros que Buffon avait décrit. Alors ces jardins publics, c'est pas nouveau. Non, ça fait longtemps effectivement qu'on fait en sorte que tout le monde puisse aller dans les jardins, même si à l'époque des jardins des rois et des seigneurs, ils étaient quand même en partie ouverts aussi à certaines personnes. Mais en tout cas, à partir surtout du 19e siècle, on a fait en sorte qu'on puisse avoir des parcs publics. Donc des endroits où tout le monde pouvait venir. Là, vous voyez, on a des enfants, des bébés. Et puis ici, c'est un exemple, c'est le parc du Tabor à Rennes. C'est un jardin du 19e siècle où vous voyez qu'on a plein de toutes les activités qu'on connaît encore aujourd'hui et dont on vous a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a déjà un jardinier qui jardine, on a des fleurs multicolores, on a des plantes un peu exotiques. Vous voyez qu'on a des serres aussi pour pouvoir, donc ces fameuses maisons de verre dont Antoine vous a parlé, pour pouvoir rassembler toutes les plantes et faire en sorte, les plantes exotiques, faire en sorte qu'elles puissent passer l'hiver parce que souvent elles viennent de climats beaucoup plus chauds et donc il faut qu'elles passent l'hiver chez nous. Vous avez un petit kiosque à musique aussi. Voilà, enfin, donc on a vraiment tous les ingrédients du parc public sur cette image. Et puis un jardin, donc évidemment, c'est un lieu où il y a plein d'activités qui vont se passer. C'est le lieu où on peut faire des fêtes, par exemple. Là, c'est l'exemple d'une grande fête que Louis XIV avait réalisée, enfin donnée plutôt, dans son jardin au tout début, où son jardin n'était à peine commencé. Pour montrer à quel point il était heureux d'avoir un nouveau château et un nouveau jardin.
Là, vous avez un exemple de théâtre de verdure, vous voyez, donc on peut aussi organiser pas mal de choses, d'événements dans les jardins maintenant. On peut jouer aussi avec des bateaux, par exemple, sur les bassins. Ça, c'est à Paris, au Jardin des Tuileries. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés. Il y a un grand bassin et il y a un monsieur qui propose de louer des bateaux qu'on pousse sur l'eau. Les jardins, c'est aussi une activité qui est devenue... pendant longtemps, ça a été du travail, en fait. Jardiner, c'était du travail. Et puis, petit à petit, euh, c'est devenu, en fait, une activité de plaisir. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup de jardins partagés, de jardins familiaux qui permettent de jardiner les plantes, mais aussi de jardiner les gens entre eux, c'est-à-dire de s'entendre et de s'amuser entre voisins. Et puis le jardin, ça sert à plein d'autres choses. Alors, on va passer en revue quelques exemples de ces grands jardins. Mirabel disait tout à l'heure que les jardins étaient le reflet à chaque fois de notre époque. Donc les grands jardins de châteaux, très réguliers sous Louis XIV, les jardins anglais qui cherchent à imiter le paysage. Mais on a aussi, quand on a construit des grosses villes comme ici New York, très vite, très tôt, on a vite su qu'il fallait prévoir des espaces verts pour pouvoir faire toutes les activités nécessaires qui vont avec la vie en ville. Donc se promener, aujourd'hui faire du jogging. On y a même installé un zoo, c'est ce que vous voyez ici, voilà. Des installations qui permettent de s'oxygéner. Un autre exemple, c'est celui du parc André Malraux à Nanterre, c'est pas très loin de Paris. Et vous voyez, au fond, on voit donc ces immeubles qui sont en cours de construction dans les années 70. Et en même temps qu'on construit la ville, le quartier de la Défense, on songe sur des espaces libres, pas encore construits, à mettre en place de grands parcs publics avec des pataugeoires, avec des jeux pour les enfants, avec des buts. Ces buttes, en fait, elles sont issues de tous les chantiers de construction alentour. En fait, on a dû creuser pour faire les fondations des bâtiments. Donc, on a utilisé la terre et toute cette matière pour faire des buts qu'on a ensuite plantés d'arbres. Et puis, des bassins, des étangs qui récupèrent l'eau de pluie des quartiers alentours. Un autre type de jardin un peu plus récent, c'est les jardins de ces usines qui ont été ensuite abandonnées. Quand elles sont situées près des villes, parfois on s'est dit que ce n'était pas inintéressant de laisser la nature revenir dedans, mais peut-être organiser cette nature et faire en sorte que ces lieux qui étaient des lieux industriels deviennent des espaces de loisirs. Ici, on est en Allemagne, à Duisbourg. C'était des grandes usines de métallurgie qui ont été ensuite transformées pour fabriquer, vous voyez, toujours cette idée du lieu étonnant, merveilleux, intrigant, quoi. Et puis là, vous reconnaissez peut-être cet endroit. On est où, là? On est à la Villette, vous reconnaissez peut-être la Géode. C'est facile, hein, il n'y en a qu'une. Donc nous, on est situé dans ce bâtiment juste derrière. Et typiquement, en fait, cet endroit, le parc de la Villette, c'était un lieu industriel. C'était un endroit où on s'occupait de la fin de vie des animaux. Et on l'a transformé, plutôt que de faire de la ville dessus, on a décidé de le transformer en un parc en conservant certains éléments. Peut-être que vous connaissez ce jardin. Ce jardin, en fait, il est constitué d'une multitude de petits jardins qui proposent plein d'usages différents, comme le jardin du Dragon, qui est juste derrière, ou le jardin des Vents et des Dunes, que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, il faut absolument aller le découvrir. Alors voilà, ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui, c'est un peu toute cette progression. Vous voyez que depuis les étoiles et depuis les premiers humains, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au parc de la Villette, il y a eu tout un parcours, toute une trajectoire assez riche, assez complexe. Et donc on voulait conclure sur aujourd'hui et surtout demain. Qu'est-ce que le jardin quelles sont les missions du jardin? On a dit que le jardin, c'était le lieu dans lequel on allait essayer d'accumuler, de recueillir un peu les trésors. Alors les trésors, ce n'est pas forcément des objets inertes. Les trésors, ça peut aussi être, comme sur cette vue par exemple, la nature, en fait, la nature sauvage, la nature spontanée. On peut peut-être essayer de combiner les deux, c'est-à-dire à la fois
la nature inventée, artificielle, transformée, et puis la nature sauvage, en invitant tout ce qu'il faut, les végétaux, les insectes, les milieux, donc mettre en place toutes les bonnes pratiques pour accueillir un maximum de ce qu'on appelle la biodiversité sauvage. C'est le cas notamment d'un des jardins de la Villette que vous connaissez peut-être également, qui s'appelle les jardins passagers, qui est un enclos dans lequel il y a à la fois des plantes sauvages, des plantes cultivées, des animaux, tous les animaux qui vont avec, et puis les humains. Alors voilà, ce qu'on vous propose maintenant, peut-être après une petite série de questions, c'est d'aller profiter du soleil et d'aller vous balader dans le jardin. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça donne envie de partir au jardin, mais en effet, avant peut-être la série de questions, juste après, on a prévu aussi une dédicace possible pour le livre, juste à la sortie, pour ceux qui seraient intéressés. Et maintenant, j'ai ma collègue Julia qui est là-bas de l'autre côté, moi je suis là, et c'est à vous, aux questions. C'est parti. On vous laisse quelques instants de réflexion, et après, vous posez les questions que vous voulez. Et pour ça, il faut juste lever la main. Alors, les grands, vous pouvez aussi aider, si vous voulez, pour commencer des questions. Ça peut être des questions sur les métiers, ça peut être des questions sur des plantes, parce que là, on a des gens qui connaissent plein de plantes que nous, on ne connaît pas toujours. Donc, n'hésitez pas. Et dans les jardins, c'est quoi comme animaux comme animaux Dans les jardins en général ? Non, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un jardin avec des animaux. Ah, le jardin passager, t'as dit qu'il y avait des Ah, dans animaux. les jardins passagers, j'imagine qu'il y a, si on retourne, attends, toc, toc, dans celui-ci ? Non, celui d'après. Le jardin passager, celui. Attends, ça ne veut pas marcher. Voilà. C'est Dans là. celui-ci ? Oui, t'as dit qu'il y avait des animaux, c'est Alors vrai. déjà, il y a plein d'animaux, il y a plein d'insectes. On peut imaginer qu'avec toutes les fleurs et toutes les plantes qui sont en place, il y a plein d'insectes qui vont voler. Évidemment, il y a des oiseaux. Mais il y a aussi peut-être, pourquoi pas, des hérissons, des petits mammifères, des taupes. C'est sûr que ça ne va pas être un jardin. On l'a dit, en fait, le jardin, c'est vrai que peut-être je me suis mal exprimé. Le jardin, ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel on va mettre des cerfs, des girafes et des hippopotames. Encore qu'à Avignon, le jardin du pape, il avait des ménageries. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, dans certains jardins, au fil de l'histoire, mais c'était dans des enclos bien spécifiques, on ne mélangeait pas tout. Ici, au jardin passager, je pense qu'il y a effectivement les oiseaux, beaucoup d'insectes, une petite microfaune, des petits animaux, des petits mammifères qui vivent au niveau du sol, donc probablement des musaraignes, des mulots. Et puis, il ne faut pas oublier aussi toute la vie qu'il y a dans le sol. Souvent, on l'oublie trop. Donc, les vers de terre, on les connaît par cœur, mais il y a plein d'autres petits animaux microscopiques. Les vers de terre, exactement. Les cloportes, mais plein d'autres petites choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Il faut des microscopes pour les voir, et qui sont très importants parce que c'est eux qui... Les perce-oreilles, exactement. Bien vu. Voilà. Oui. Et en fait, comment faire un jardin dans la forêt? Non. Elle voudrait demander dans l'appartement. Ah, dans l'appartement ? Ouais, parce qu'elle n'a pas en terre, mais elle a envie de faire un jardin. Il y a des rebords de fenêtres. Il y a toujours un rebord de fenêtre sur lequel on peut mettre des plantes, des pots, et puis on peut fabriquer un monde sur un rebord de fenêtre. Plein de choses qu'on peut faire pousser. On peut observer les graines qu'on va planter, qui vont pousser. On peut les dessiner aussi. Et on peut planter des graines qui vont attirer des papillons, par exemple, des plantes qui vont attirer des papillons. Donc on peut faire un jardin, même si on a un appartement. Moi, c'est ce que j'ai. Sur mes rebords de fenêtres, j'ai tout un monde. Après, à partir du moment où on a compris les ingrédients du jardin, vous vous souvenez, pour faire pousser des plantes, il faut quoi ? Il faut du sol, il faut de la lumière, il faut de l'eau, il faut des plantes, il faut un enclos, enfin une protection, et puis il faut un jardinier, une jardinière, des soins, enfin quelqu'un qui s'en occupe. Donc après, tu peux reproduire ça sur un rebord de fenêtre, effectivement, mais sinon dans un pot ou
Enfin, tu peux imaginer, c'est ce qu'on a fait en fabriquant par exemple des serres. Quand on a fabriqué les serres, on a fait des jardins à l'intérieur. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient de la lumière, quoi. Il faut que les plantes aient de la lumière, de l'eau et un sol. Je me demandais, en fait, par exemple, les architectes qui faisaient les maisons, par exemple, à Versailles et tout, est-ce qu'ils faisaient aussi les jardins ou c'était d'autres architectes? Est-ce que tu peux répéter la question? J'ai pas entendu, Par pardon. exemple, les architectes qui faisaient les maisons, je me Ouais. demandais s'ils faisaient, par exemple, les jardins. C'était les mêmes architectes qui faisaient les maisons et les jardins. À Versailles. Ça dépend. À Alors à Versailles en Versailles, particulier, oui, je crois. à Versailles en particulier. À Versailles, ils ont travaillé ensemble, l'architecte du château et le nôtre qui était le paysagiste. Ils ont probablement travaillé ensemble pour dessiner la grande composition du jardin pour qu'elle fonctionne avec le château. En revanche, c'est le paysagiste, le jardinier André Lenôtre, qui lui a dessiné à chaque fois les bosquets. Mais il peut y avoir aussi des architectes qui ont dessiné des bosquets à Versailles. Donc en fait, les deux professions, elles se côtoient et elles se mélangent aussi depuis longtemps. Qu'il y a d'autres noms que des graines, par exemple. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu complètement ta question. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres noms que graines, par exemple? Oui. Est-ce que pour faire un jardin, il faut planter des graines impérativement? Non, est-ce que c'est... Mais il y est-ce a que d'autres noms qu'une graine. Il y a d'autres noms qu'une graine. Ah oui? C'est ce genre de choses que tu veux savoir. Alors oui, effectivement, on peut planter des graines. Par exemple, un tournesol. On va prendre une graine de tournesol, on la plante dans le sol, et puis ça fait un tournesol qui fait des graines et puis meurt. Et on a plein de graines et on peut replanter des tournesols. Après, il y a plein de manières de reproduire les végétaux, et ça, justement, c'est en observant, c'est les botanistes qui ont observé tous ces végétaux. Vous vous souvenez, les herbiers que je vous ai montrés, ils ont non seulement observé les différentes parties de la plante, mais aussi la manière dont ces plantes se comportaient, se reproduisaient. Donc, comme vient de le dire Nadège, il y a certaines plantes comme les tulipes, par exemple, ou les oignons. Si tu prends un oignon, tu le mets dans le sol, ça va donner une tige, des feuilles et une fleur qui vont faire des graines. Et on peut multiplier les oignons, les diviser entre eux. Parfois, ils font des petits oignons dans le sol qu'on divise et qu'on propage. Il y a un bon exemple aussi, c'est les fraisiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment fonctionnaient les fraisiers. Les fraisiers, on peut semer des graines de fraisier, mais c'est assez rare qu'on le fasse. En fait, les fraisiers, ils font ce qu'on appelle des stolons, c'est-à-dire qu'ils envoient avec une tige spéciale un bébé fraisier qui va prendre racine et qui, lui, à son tour, va devenir un fraisier qui va envoyer un peu plus loin d'autres stolons, donc d'autres tiges, avec des bébés fraisiers qui vont s'installer. Donc il y a plein de manières le végétal, c'est ça qui est dingue. Nous, on ne peut pas faire ça, nous les humains et les animaux. On ne peut pas se couper un morceau de doigt, le mettre dans la terre et ça redonnerait un autre Antoine. Ça ne marche pas. Enfin, je préfère même pas essayer. Alors que les plantes, en fait, on peut les bouturer, par exemple. C'est-à-dire qu'on prélève un morceau de plante, on la met dans la terre ou dans l'eau d'abord, parfois pour commencer. Et puis, ça peut, pour certaines plantes, pas pour toutes, mais pour certaines plantes, ça peut permettre de... Enfin, la plante va émettre, le petit morceau de plante va émettre des racines et ça va redonner une nouvelle plante. Ça, c'est assez magique. Hein. Ah, vas-y, c'est toi. Vas-y, c'est toi. Pardon. Mince. C'est quoi le nom de la personne qui fabrique les serres? Le nom de la personne qui fabrique les serres, ça, Mirabelle, elle est bien placée pour en parler parce qu'elle a restauré une serre à Montpellier. Tu veux dire le corps de métier, c'est généralement c'est des architectes qui dessinent la forme de la serre et ils vont travailler avec ce qu'on appelle un métallier ou un ferronnier qui va travailler le métal et qui va permettre de dessiner aussi toute la structure en métal pour accueillir les plaques de verre qui vont pouvoir être fixées comme ça sur ces structures en métal. Et c'est généralement dessiné par un architecte. C'est ça qui est super intéressant aussi dans notre métier, c'est qu'en fait, on travaille avec plein de gens qui ont des savoir-faire très différents. On va travailler avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui savent faire toute la tuyauterie qui doit aller dans le sol, ceux qui savent faire les pavés, poser les pavés, ceux qui savent fabriquer des éléments en métal, ceux qui savent travailler le bois pour faire des clôtures, par exemple, ou du mobilier, des bancs. C'est pas seulement ceux qui savent planter. Il y a plein de corps de métier qui gravitent autour des jardins. Il y a une question.
En fait, il voulait poser une question concernant justement cette saison, c'est l'automne. On voit bien que les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Donc, il voulait savoir pourquoi, tout court. Merci. Alors ça, c'est une question un peu pointue, plutôt pour un botaniste que pour un paysagiste. Avec ma petite culture en la matière, en fait, c'est parce qu'on vit dans des climats tempérés, donc avec des saisons très marquées, où il y a vraiment une saison d'été où il fait chaud et une saison d'hiver où normalement il fait froid. Et en fait, la végétation a besoin de ce cycle, de cette alternance. Les plantes ne supporteraient pas d'avoir leurs feuilles en hiver parce qu'il fait trop froid. Cette alternance, elle permet aussi, ça c'est un peu technique, mais en fait, les feuilles qui tombent au pied des arbres, ensuite, elles vont être transformées par justement les vers de terre et tous les petits insectes, tous les micro-organismes qu'on évoquait tout à l'heure. Elles vont être transformées en terreau. Et la plante va se nourrir, les racines de la plante vont se nourrir de ce terreau. Donc c'est encore un des avantages qu'ont les plantes sur nous. Je parlais tout à l'heure du fait qu'elles pouvaient se reproduire autrement que simplement avec une graine. Les plantes, elles savent aussi fabriquer ce dont elles ont besoin pour manger. C'est-à-dire que l'arbre, il va faire des feuilles. Les feuilles vont tomber au pied de l'arbre. Les feuilles vont se décomposer. Les racines de l'arbre vont manger les feuilles que l'arbre avait produites. Vous voyez, il y a une espèce de cycle assez vertueux, assez génial. Alors ça fonctionne aussi dans les pays tropicaux où les arbres gardent leurs feuilles, où les saisons sont moins marquées et où les arbres gardent leurs feuilles parce que en fait, ils perdent leurs feuilles un peu progressivement. Voilà. Bonjour. Vous répondez apparemment à pas mal de demandes ou de commandes pour remettre en état ou recréer des jardins. Est-ce que vous avez aussi, dans votre métier, l'occasion un peu de militer, de pousser un peu à revégétaliser des endroits qui ne le sont pas ? Les deux jardins qu'on vous a montrés, en fait, c'était plus des jardins, c'était devenu des cours gravillonnés, justement. Donc là, on a vraiment revégétalisé des espaces qui étaient complètement minéraux, en fait. Mais oui, effectivement, dès qu'on on essaie toujours un peu de sortir des limites du jardin. C'est vrai que même les 3 projets, parce que le projet du Palais des Papes à Avignon, c'était plus un jardin, c'était une cour, effectivement, plus ou moins gravillonnée pour l'un des espaces. Le jardin de la bibliothèque Richelieu était devenu une cour gravillonnée. Et puis même ce jardin à Montbard, ce jardin public, c'était devenu un parking, en fait, au fil des années, sur un ancien parc historique. Et les images du chantier qu'on vous a montrées, c'est un jardin qui va bientôt ouvrir à Paris, qui est le jardin de l'abbaye du Val-de-Grâce, dans le 5e arrondissement. Et là, c'était en fait un parking. C'est un site qui appartient au ministère des Armées. Et c'était un parking pour les jeeps et pour les véhicules Vigipirate. Alors, on n'a pas milité, on a milité sur d'autres aspects, mais effectivement, on a contribué à désimperméabiliser, ou maintenant on dit perméabiliser, finalement ces sols qui avaient été à un moment donné recouverts par du béton ou de l'enrobé. On y contribue à travers les projets qu'on mène, effectivement. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que ça y est, on n'a plus de questions. Peut-être qu'il y en a d'autres qui arriveront, mais il faut qu'on arrête aussi pour vous, parce que ça fait un peu long sinon après, et aussi pour la vidéo, et aussi pour après la dédicace. Merci beaucoup, on peut les applaudir encore. Merci à vous.